Un paradoxe numérique surgit. Quelques minutes d'un silence inhabituel ont déclenché une rupture stratégique que nul n'anticipait. Dans cet intervalle minuscule, l'intrusion des drones au-dessus du Burkina Faso a basculé d'un simple signal technique vers un marqueur géopolitique, révélant une tension latente que les observateurs croyaient encore lointaine. Dès lors, une question s'impose. Qu'avait perçu Ibrahim Traoré pour considérer cet instant comme le véritable point de non-retour pour son pays? Ce bref moment, presque furtif, s'est mué en ligne de fracture durable. Ce récit s'engage avec une promesse claire: comprendre comment une intrusion aérienne apparemment isolée a révélé la fragilité d'un ordre que beaucoup croyaient encore stable. Le bénéfice pour le lecteur tient en une idée simple: saisir en une dizaine de mots comment un acte technique peut reconfigurer un rapport de force. Car derrière les drones qui ont survolé le Burkina Faso, il ne s'agissait ni d'un incident ponctuel ni d'un simple épisode militaire. C'était l'apparition d'un risque systémique, celui où chaque défaillance de détection pouvait ouvrir la porte à une domination silencieuse. Les ingénieurs locaux l'avaient saisi dès les premières minutes. Ce qui ressemblait à une menace ciblée devenait un test grandeur nature de la souveraineté du pays. Si cette brèche n'était pas contenue immédiatement, elle risquait de transformer le ciel burkinabé en zone de contrôle extérieur permanent, rendant chaque réponse future plus coûteuse, plus lente et plus incertaine. Ce moment précis, encore discret pour l'opinion internationale, constituait déjà une ligne rouge pour la sécurité nationale dont les implications allaient s'étendre bien au-delà des frontières. Un fait longtemps resté en marge des récits publics apparaît immédiatement. Dès les 10 premières minutes, les équipes burkinabées avaient identifié que l'intrusion n'était pas un simple survol, mais un schéma de domination technologique soigneusement calibré. À partir de cette observation initiale, une évidence s'impose. La nuit, qui semblait calme, était en réalité un test stratégique grandeur nature visant à mesurer la réactivité d'un État que l'on croyait encore dépendant des puissances extérieures. Ce basculement a obligé l'appareil sécuritaire à reconsidérer en urgence ses hypothèses de défense, car chaque seconde où les drones évoluaient librement au-dessus du territoire augmentait la probabilité d'une perte de contrôle autonome. Les ingénieurs, déjà mobilisés sur la surveillance du Sahel, ont immédiatement commencé à réétalonner les radars existants dont la portée initiale restait limitée face à des appareils capables de manœuvrer à haute altitude. Cette adaptation, effectuée dans des conditions précaires, a servi de révélateur. La souveraineté aérienne du Burkina Faso ne tenait jusqu'alors qu'à une architecture technique fragile, trop sensible aux signaux extérieurs et trop vulnérable à la supériorité technologique des acteurs étrangers. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré n'a plus interprété l'intrusion comme un incident militaire isolé, mais comme un avertissement sur la place réelle du pays dans les rapports de force régionaux. Le cœur du problème venait de là. Tant que le Burkina Faso dépendait d'outils importés, il demeurait exposé à une asymétrie stratégique que l'ennemi pouvait exploiter à volonté, souvent sans même franchir une frontière terrestre. L'incursion des drones a donc joué un rôle de miroir impitoyable, révélant non seulement une faille technique, mais aussi une vulnérabilité politique, celle d'un pays encore perçu comme un espace d'observation plutôt qu'un acteur souverain. Pour la hiérarchie militaire, cette nuit marquait la fin d'une ère où la passivité pouvait être tolérée. Désormais, chaque détection incomplète équivalait à une atteinte directe à l'intégrité du territoire. C'est dans cette atmosphère tendue, presque étouffante, que s'est construit le premier jalon du tournant stratégique à venir. Au centre de cette réorientation soudaine se trouve un personnage qui sert de fil conducteur à l'ensemble de la séquence: le capitaine Ibrahim Traoré, dont la lecture tactique a structuré les premières heures de riposte.
Son rôle n'a pas été celui d'un commandant distinct. Il s'est comporté comme un pivot opérationnel reliant les ingénieurs, les analystes et les unités de surveillance dans un même cadre décisionnel, où chaque information devait être transformée en action mesurable. Le premier cas marquant survient lorsqu'un groupe d'ingénieurs détecte une micro-variation dans l'écho-radar que les systèmes antérieurs auraient ignoré. Cette anomalie, a priori insignifiante, est immédiatement remontée à la chaîne de commandement. Sous l'impulsion de Traoré, elle se transforme en point d'ancrage pour recalibrer l'ensemble du dispositif, donnant au pays une capacité de lecture plus fine de la trajectoire adverse. Un second épisode illustre également l'importance de cette posture active. Une équipe positionnée dans la périphérie de Ouagadougou identifie un segment de vol inhabituel, trop rectiligne pour être un simple repérage. Plutôt que de traiter l'information comme un bruit de fond, la chaîne opérationnelle la réévalue à travers les nouveaux filtres de détection. Ce recalcul ouvre la voie à une anticipation plus rapide, permettant d'ajuster la réponse avant même que les drones n'entament leur phase d'observation rapprochée. Ces deux exemples, modestes en apparence, dévoilent une dynamique nouvelle, la capacité d'un État à transformer en temps réel des signaux faibles en décisions structurantes. Et c'est précisément dans cette approche que se dessine l'impact initial du tournant sécuritaire, où chaque élément technique devient une brique stratégique pour consolider la souveraineté aérienne. L'enchaînement démarre lorsque les radars repèrent une série d'échos trop réguliers pour relever du hasard. Une alerte discrète circule immédiatement dans le réseau de surveillance, imposant un basculement rapide de posture. L'intrusion aérienne, d'abord perçue comme un simple test, devient alors un signal critique. Les opérateurs de contrôle réévaluent la forme des trajectoires, constatant que les drones suivent un schéma qui ressemble davantage à une cartographie systématique qu'à une exploration isolée. Chaque minute renforce cette impression, forçant la chaîne militaire à réagir sans délai. Le déclencheur survient quand une variation de vitesse, minime mais mesurable, indique que les appareils étrangers ajustent leur flux d'observation. Cette modification, repérée presque simultanément par différents postes, alimente l'idée d'une manœuvre coordonnée. Sous la pression des données, les équipes comprennent que le Burkina Faso n'est plus face à un simple survol, mais à une tentative d'emprise. Les informations affluent et les ingénieurs, déjà engagés dans un effort de recalibrage, accélèrent leur manipulation. Le dispositif se densifie au fur et à mesure que les drones poursuivent leur avancée. La montée en intensité devient palpable lorsque la trajectoire principale se rapproche des zones considérées comme sensibles. Les opérateurs identifient un changement d'angle, révélant que les appareils ne sont pas en patrouille aléatoire, mais bien en phase d'approche méthodique. Ce tournant technique pousse les analystes à réviser leurs hypothèses initiales, car la configuration suggère un repérage en profondeur. Chaque ajustement de l'adversaire provoque un redéploiement immédiat. La dynamique se transforme en duel silencieux. Chaque micro-mouvement côté drone déclenche une réaction côté burkinabé. Au cœur de ce moment tendu, Ibrahim Traoré suit la progression des rapports sans interruption. Son attention se focalise sur la synchronisation entre les relevés radars et la capacité de tir disponible. Il ne s'agit plus de patienter ni de supposer des intentions extérieures, il faut décider. La chaîne opérationnelle s'est resserrée et toutes les validations transitent par un circuit minimal pour gagner en réactivité. La situation atteint son point culminant lorsque les drones amorcent une descente légère mais calculée vers une altitude exploitable. La riposte se met en place avec une précision remarquable. Les unités de tir reçoivent les coordonnées mises à jour en temps réel et la première neutralisation intervient avant même que l'appareil adverse ne modifie son axe. Le second impact suit quelques instants plus tard, consolidant l'idée que les ajustements techniques opérés durant les jours précédents ont porté leurs fruits.
La séquence se déroule sans hésitation. Chaque tir découle d'un croisement de données optimisées. La cohérence de l'ensemble surprend même certains opérateurs. Lorsque tous les drones sont finalement neutralisés, la zone retrouve une stabilité fragile. La rémanence se ressent pourtant dans les échanges internes. Les analystes comprennent que cet épisode marque un basculement durable. Les ingénieurs étudient les relevés pour mesurer la robustesse des capteurs recalibrés. Les unités opérationnelles réévaluent leurs protocoles pour les renforcer. Cette succession d'ajustements laisse entrevoir une transformation profonde du dispositif sécuritaire national. Ce déroulé, dense et précis, devient la charnière du changement stratégique qui s'installe. La bascule apparaît dès l'ouverture. Avant l'intrusion, les radars burkinabés ne détectaient que des trajectoires simples. Après recalibrage, ils atteignent une précision annoncée de 88%, un écart qui constitue la première preuve tangible de montée en capacité. Cette transition du limité vers le fiable n'est pas qu'un gain technique. Elle indique que la structure de défense a inversé une dépendance qui semblait durable, en transformant un outil vulnérable en levier stratégique crédible. Le premier chiffre, ce 88%, illustre une rupture nette dans la gestion de l'espace aérien. L'amélioration ne repose pas sur l'acquisition de matériel étranger, mais sur une série d'ajustements internes produits par les ingénieurs locaux. Cette progression révèle que le pays, malgré ses ressources réduites, est capable de réécrire une architecture de détection grâce à des compétences ancrées dans son propre système. Elle montre aussi que la supériorité technique supposée des acteurs extérieurs n'est plus une fatalité lorsque l'innovation locale trouve un cadre décisionnel cohérent. Le second repère se manifeste lorsqu'un nombre restreint d'équipes réussit à recalibrer les filtres de lecture en quelques heures, réduisant fortement la marge d'erreur des radars. Même si ce chiffre n'est pas explicitement quantifié dans les sources, l'indication de rapidité laisse comprendre que l'opération s'est déroulée dans un temps comprimé, révélateur d'une coordination agile. Cette rapidité devient un multiplicateur d'efficacité, car chaque minute gagnée en précision réduit la capacité adverse à opérer sans être repérée. Elle souligne que la défense nationale n'est plus réactive mais proactive, capable d'anticiper des trajectoires complexes. Le troisième point de mesure apparaît dans la neutralisation successive des drones, tous abattus à haute altitude, un élément mentionné explicitement dans la source. Cette altitude élevée révèle deux choses. La portée effective des systèmes locaux a dépassé ses limites initiales, et les opérateurs ont réussi à stabiliser les données dans une zone où les radars anciens perdaient généralement les pas en fiabilité. Ce résultat montre que la montée en compétence n'est pas seulement théorique, elle se matérialise dans une action concrète qui confirme la validité du nouveau dispositif. L'élimination de chaque appareil devient ainsi une validation méthodique d'un processus technique maîtrisé. Ces trois repères, précision accrue, rapidité de recalibrage, neutralisation en altitude, forment une matrice cohérente qui redéfinit la souveraineté aérienne. Ils traduisent une dynamique dans laquelle le Burkina Faso n'est plus à la traîne, mais en position de répondre instantanément à une menace technologiquement supérieure. Ils révèlent également qu'un pays modeste peut, par une organisation interne rigoureuse, réduire une asymétrie stratégique que l'on croyait insurmontable. Et c'est dans ce cadre structuré qu'intervient Ibrahim Traoré, dont le rôle consiste à donner une cohérence politique à ces avancées techniques, en veillant à ce que chaque amélioration devienne un élément stable du système de défense. Cette consolidation des preuves chiffrées marque un tournant majeur. La défense n'est plus une réponse contrainte, mais une affirmation mesurée de la capacité nationale. Elle devient la plateforme à partir de laquelle les orientations à moyen terme pourront être définies, consolidées
et projeté. Deux lectures opposées émergent lorsque l'on analyse l'épisode des drones. La première soutient que la réussite burkinabé relève avant tout de l'ingéniosité locale. Les ingénieurs, confrontés à une technologie extérieure plus avancée, auraient créé un avantage décisif par leurs ajustements internes, montrant que la souveraineté technique peut naître d'un dispositif modeste mais maîtrisé. Cette position considère que la recalibration rapide, la coordination fluide entre les unités et la neutralisation en altitude témoignent d'un savoir-faire que rien ne doit à une aide extérieure. Le Burkina Faso, selon cette thèse, aurait prouvé qu'une nation dotée de ressources limitées peut néanmoins bâtir une défense crédible lorsqu'elle mobilise pleinement ses compétences internes. La seconde lecture adopte une perspective bien plus sceptique. Pour ses partisans, il serait difficile d'imaginer qu'un pays aux capacités technologiques restreintes puisse abattre plusieurs drones sophistiqués sans l'appui discret d'un acteur tiers. Ils avancent que les puissances étrangères, surprises par l'efficacité de la riposte, auraient à sous-estimer la complexité de leurs propres appareils, laissant penser que la réussite burkinabé pourrait relever d'une combinaison de circonstances favorables, d'erreurs techniques adverses ou d'un soutien invisible. Certains y voient même un signe que la confrontation n'était pas parfaitement symétrique et que l'événement nécessiterait une lecture plus nuancée. Entre ces deux pôles argumentaires, la réponse tirée des éléments de la source s'articule avec clarté. Les récits insistent sur la coopération étroite entre militaires et d'ingénieurs burkinabés, sur la capacité des équipes locales à adapter les radars existants et sur la détermination politique à refuser toute passivité. Aucun passage ne suggère une aide extérieure. Au contraire, l'accent est mis sur l'autonomie technique, la créativité opérationnelle et la rapidité des ajustements internes. Les théories alternatives apparaissent comme des tentatives de minimisation plutôt que comme des hypothèses appuyées. Ainsi, la synthèse qui se dégage réconcilie les éléments disponibles. L'opération n'est pas présentée comme un exploit miraculeux, mais comme la conséquence logique d'un enchaînement cohérent de décisions, d'adaptations techniques et d'une coordination locale renforcée. Cet équilibre permet de comprendre la portée réelle de l'événement sans exagération ni réduction. Tout bascule à cet instant. Le retour des drones, désormais confrontés à un dispositif transformé, révèle un renversement inattendu. L'adversaire ne survole plus un espace vulnérable, mais un territoire capable d'anticiper chaque mouvement. Les opérateurs observent une infime variation dans la trajectoire, signe que les appareils étrangers testent la robustesse du recalibrage burkinabé. Cette oscillation minuscule, presque imperceptible dans les anciens radars, devient un marqueur décisif sous les nouveaux filtres mis en place. Elle démontre que l'avantage technologique supposé des puissances extérieures ne garantit plus une domination automatique. Dans cette atmosphère tendue, Ibrahim Traoré interprète la manœuvre comme une validation involontaire des progrès réalisés. L'ajustement adverse confirme que la riposte précédente n'était pas un succès isolé, mais une rupture durable. Les ingénieurs, qui suivent l'évolution des données en temps réel, constatent que les drones corrigent leurs axes avec une prudence inhabituelle. Cette prudence signale une perte de certitude du côté opposé, une forme d'hésitation qui n'existait pas lors de la première intrusion. Le midpoint apparaît alors clairement. Le Burkina Faso n'est plus observé, il est pris en compte. Cette nuance change entièrement la dynamique. Elle transforme l'espace aérien en terrain disputé où chaque acteur sait que son geste déclenche une réponse immédiate. Les répercussions de la neutralisation des drones se déploient rapidement et touchent les 4 sphères distinctes. Chaque domaine révèle une transformation différente, mais toutes convergent vers une idée centrale,
La souveraineté burkinabé entre dans une phase où l'initiative locale prime sur l'influence extérieure. Au niveau national, la première conséquence est l'éveil d'un sentiment collectif qui dépasse la simple satisfaction militaire. Les citoyens constatent que l'espace aérien, longtemps perçu comme hors de portée, peut être contrôlé par des moyens développés dans le pays. Cette prise de conscience renforce la cohésion interne, car elle valide les efforts d'ingénierie réalisés les sous contrainte. Le succès crée également un précédent. Il montre que le Burkina Faso n'est plus condamné à subir les initiatives étrangères. Cette dynamique nourrit une forme de confiance institutionnelle nouvelle, issue d'un acte qui prouve que les capacités locales ne sont pas théoriques mais opérationnelles. Sur le plan de la défense nationale, la structure militaire observe un gain stratégique immédiat. Les radars recalibrés deviennent un outil de référence permettant une surveillance plus fine que lors des intrusions antérieures. Cette évolution renforce la chaîne de commandement, qui s'appuie désormais sur des données fiables plutôt que sur des estimations lacunaires. Les unités opérationnelles révisent donc leurs protocoles, car l'abattage à haute altitude valide la faisabilité de manœuvres qui semblaient inaccessibles quelques semaines auparavant. La défense nationale gagne ainsi une profondeur nouvelle. Chaque amélioration technique est immédiatement intégrée au dispositif global. Sur le plan diplomatique, la réaction des puissances extérieures confirme que l'épisode n'est pas passé inaperçu. Certaines capitales, surprises par l'efficacité de la riposte, réévaluent leur manière d'aborder le Burkina Faso. La neutralisation des drones crée une tension silencieuse, car elle contredit l'idée d'une Afrique dépendante et vulnérable. Cette inversion du rapport de force oblige plusieurs acteurs internationaux à ajuster leur discours et leur stratégie d'influence. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré se retrouve au centre d'un nouvel équilibre diplomatique où chaque prise de position doit être lue comme une affirmation de souveraineté plutôt qu'une réaction impulsive. À l'échelle régionale, les pays voisins interprètent l'événement comme un signal fort. La réussite burkinabé prouve qu'un État du Sahel peut contrer une technologie extérieure sophistiquée sans recourir à un soutien étranger. Cette lecture inspire un regain d'ambition dans plusieurs capitales africaines qui commencent à envisager une coopération plus horizontale dans les domaines de défense et de renseignement. L'attaque et sa réponse deviennent ainsi un symbole régional, celui d'une Afrique qui refuse l'ingérence et construit ses propres dispositifs de protection. Pour de nombreux observateurs, l'épisode marque le début d'une nouvelle perception continentale. La souveraineté n'est plus un objectif lointain, mais un horizon atteignable par des moyens internes. Ces quatre blocs composent un ensemble cohérent, révélant que les conséquences dépassent largement la dimension militaire pour s'étendre à la politique, à la diplomatie et à l'imaginaire collectif. Dans une trajectoire de base sur les 6 à 12 mois à venir, la ligne médiane repose sur les tendances déjà visibles après la neutralisation des drones. Le Burkina Faso renforce progressivement ses capacités techniques, en consolidant les ajustements réalisés par ses ingénieurs et en structure son dispositif de surveillance autour des radars recalibrés. Cette option voit le pays poursuivre l'amélioration de son autonomie militaire sans rupture brutale, tout en gérant une pression diplomatique croissante de la part des puissances extérieures. L'équilibre reste fragile mais fonctionnel. Les avancées techniques deviennent une routine stratégique, même si certains partenaires internationaux tentent de freiner cette montée en indépendance. Dans une perspective plus optimiste, le pays capitalise pleinement sur l'événement. Les infrastructures de défense sont modernisées, les formations techniques s'intensifient et les ingénieurs locaux gagnent un rôle central dans la consolidation du système. Plusieurs États africains, inspirés par l'épisode, envisagent une coopération régionale fondée sur le partage de renseignements et la mutualisation de certaines capacités technologiques. Cette dynamique ouvre la voie à un réseau de défense interafricain où les nations du Sahel, mais aussi d'autres régions du continent,
construisent une forme d'autonomie collective. Le Burkina Faso consolide ainsi sa position comme acteur souverain, capable d'orienter les discussions régionales sur la sécurité. Dans un scénario plus sombre, les puissances occidentales, irritées par la perte d'influence, pourraient intensifier leur pression politique, économique ou stratégique. Des sanctions ciblées, une diplomatie agressive ou des campagnes de déstabilisation indirecte deviennent envisageables. L'ingérence pourrait prendre une forme plus opaque via le soutien discret à des groupes hostiles ou des actions destinées à fragiliser l'administration. Dans cette configuration, la région du Sahel risquerait d'entrer dans un cycle prolongé de tensions, où chaque avancée nationale serait contrée par une mesure extérieure. Ce scénario n'est pas certain, mais il demeure cohérent avec les inquiétudes exprimées dans la source. Recommandation de pensée. Il devient essentiel de ne pas raisonner en termes de fatalité. La trajectoire réelle dépendra moins de la puissance des acteurs extérieurs que de la capacité interne à maintenir la cohésion, à renforcer la compétence technique et à ancrer la souveraineté dans des choix durables. Les répercussions de l'épisode aérien ne se limitent pas aux cercles militaires ou diplomatiques. Elles atteignent directement différents segments de la société. Chaque groupe perçoit l'événement à travers son propre prisme, mais tous y trouvent une transformation qui influence leur compréhension de la souveraineté. Pour les citoyens ordinaires, pour une grande partie de la population, la neutralisation des drones représente une preuve concrète que le pays peut se défendre sans dépendre des puissances étrangères. Cette perception nourrit un sentiment de dignité retrouvée, car l'espace aérien, longtemps perçu comme hors de portée, devient un territoire maîtrisé par les compétences locales. L'événement contribue également à renforcer une forme de cohésion sociale, en montrant que des ressources limitées peuvent être converties en capacités réelles. Pour les travailleurs techniques et scientifiques, les ingénieurs, techniciens et chercheurs voient dans cette réussite une validation de leur expertise. Leur travail, souvent effectué dans des conditions contraignantes, gagne en visibilité et en légitimité. Ces acteurs comprennent que leur rôle dépasse désormais la simple maintenance. Ils deviennent des piliers d'une souveraineté qui repose en grande partie sur l'innovation interne. Cette reconnaissance offre une motivation nouvelle, car elle prouve que l'ingéniosité locale peut modifier les équilibres stratégiques. Pour les jeunes générations, les élèves, étudiants et apprentis observent l'événement comme un tournant narratif. Ils découvrent qu'un pays considéré comme modeste peut renverser un rapport de force lorsqu'il investit dans la compétence et dans la maîtrise technologique. Cette lecture ouvre un horizon différent, où les ambitions ne se heurte plus systématiquement aux limites économiques. Elle projette également une image de l'avenir dans laquelle les métiers techniques deviennent des vecteurs d'autonomie nationale. Ces trois perspectives montrent que l'impact dépasse largement le champ opérationnel. Il façonne une culture de confiance et une nouvelle compréhension de la souveraineté. La consolidation de la souveraineté aérienne exige une trajectoire structurée, articulée autour de mesures réalisables et ancrées dans les enseignements tirés de l'intrusion des drones. Chaque étape doit s'appuyer sur les capacités déjà démontrées, tout en renforçant les maillons techniques et institutionnels identifiés dans la source. La première étape vise à renforcer la formation technique. Les ingénieurs burkinabés, déjà à l'origine du recalibrage réussi, deviennent des acteurs centraux d'un programme de montée en compétences. L'objectif consiste à élargir la base de techniciens capables d'intervenir sur les radars et les systèmes de détection, avec comme indicateur la création d'équipes supplémentaires capables de reproduire les ajustements réalisés lors de l'incident. La deuxième étape consiste à structurer un réseau de coopération interafricain. La source évoque l'intérêt potentiel d'une dynamique régionale.
Cette idée peut être canalisée dans un dispositif d'échange technique autour du renseignement et de la surveillance aérienne. L'indicateur principal devient la mise en place d'exercices conjoints ou de protocoles de partage d'informations afin de réduire la dépendance envers les puissances extérieures. La troisième étape cherche à stabiliser les avancées militaires existantes. Les radars recalibrés et les procédures d'identification doivent être institutionnalisées pour éviter toute régression. L'indicateur repose sur l'intégration formelle de ces pratiques dans les manuels opérationnels, avec une vérification régulière de la fiabilité des dispositifs. La quatrième étape consiste à assurer la cohésion politique autour de la souveraineté. Dans la source, Ibrahim Traoré joue un rôle déterminant dans la direction stratégique. Cette cohérence doit être prolongée par un cadre politique stable où les décisions techniques s'harmonisent avec les orientations nationales. L'indicateur devient la capacité du pays à maintenir une ligne diplomatique claire malgré les pressions extérieures. Ces étapes convergent vers un même but: ancrer durablement la compétence interne comme fondement de la souveraineté. Le souvenir des premiers signaux faibles détectés par les ingénieurs, ces échos presque imperceptibles devenus des points d'ancrage décisifs, revient comme un fil conducteur. Ces instants, évoqués dans la phase initiale de la riposte, illustrent la manière dont un détail technique peut ouvrir la voie à une transformation stratégique profonde. Ils rappellent aussi que chaque progrès observé depuis trouve son origine dans cette vigilance silencieuse, exercée loin du regard public mais essentielle à la reconstruction de la souveraineté. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré incarne la continuité entre ces relevés fragiles et les décisions structurantes qui ont suivi. Son rôle ne se limite pas à coordonner, il consiste à donner une cohérence politique à un enchaînement d'actes techniques souvent invisibles. Cette cohérence fait naître une forme d'élan collectif où les ingénieurs, les opérateurs et les citoyens perçoivent désormais leur contribution comme partie intégrante d'un projet national plus vaste. Ce lien entre la précision des premières analyses et l'ampleur des résultats obtenus crée une émotion particulière, celle de voir un pays transformer une faiblesse en levier. Il rappelle que la souveraineté n'apparaît jamais d'un seul geste, mais se construit par une accumulation de décisions, d'ajustements et d'efforts patients. L'épisode des drones laisse derrière lui une idée simple: la souveraineté n'est jamais acquise, elle se cultive et se protège. Cette réalité, désormais tangible pour le Burkina Faso, ouvre un espace où chaque citoyen, chaque technicien et chaque observateur peut réfléchir à la manière dont une nation affirme son autonomie face aux pressions extérieures. L'enjeu ne réside pas uniquement dans les systèmes de défense. Il se trouve aussi dans la capacité collective à reconnaître la valeur de l'ingéniosité locale et à soutenir les efforts qui la rendent possible. Les promotions, les transformations décrites ne sont pas des conclusions définitives. Elles constituent plutôt une invitation à s'interroger sur la manière dont un pays peut consolider ses acquis sans céder aux dynamiques d'ingérence. Cette réflexion, qui dépasse le strict cadre militaire, ouvre un dialogue sur l'indépendance, la responsabilité et la continuité des choix stratégiques. Si vous souhaitez approfondir ce récit, débattre des mécanismes techniques ou explorer les implications régionales, votre perspective enrichira la compréhension commune. Et si une autre analyse vous intéresse, une autre approche, un autre angle, la conversation reste ouverte.